Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Après l'Afrique, place aux Caraïbes avec Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, les deux capitales économiques des départements d'outre-mer, la Martinique et la Guadeloupe. Alors pour parler de ces opportunités d'investissement, mais également de la qualité de vie dans les Caraïbes, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau Francette Rosamond. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente des conseillers du commerce extérieur à la Martinique. Oui. Et vous êtes également directrice d'un magazine Inter-Entreprise. Voilà, c'est un magazine qui existe depuis 14 ans et qui est un mensuel économique un peu dans la même veine que Management Capital, l'entreprise. C'est-à-dire vraiment, nous donnons une vision de ce qui se passe dans les trois territoires en termes d'économie. Martinique, Guadeloupe et Guyane. Absolument. D'accord, parfait. Et monsieur José Jacques-Gustave, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes dirigeant d'une entreprise également, G2J. Voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Voilà, donc le job de J2J, c'est de fournir des services d'assistance aux utilisateurs intensifs de vidéoconférence et de téléprésence. Et on fait le travail depuis les DOM et aussi depuis d'autres pays, mais depuis les DOM. D'accord. Et donc, vous avez implanté, pareil, une filiale à... Parce que la À la maison mère Martinique. est en France, c'est ça ? Alors, la maison mère à l'origine est à la Martinique, puisqu'on est une société qui a été créée en Martinique. Donc, la preuve justement qu'il faut entreprendre depuis la Martinique, puisque depuis la Martinique, on peut aller vers l'international. En Guadeloupe et pour l'Amérique du Sud, donc en Guyane, et à Paris et à Shanghai. Ce sont nos points d'implantation. D'accord, très bien. Alors, depuis combien de temps, vous, Madame Rosamond, donc vous habitez à la Martinique ? Après avoir habité pendant 20 ans en métropole. Et ça fait combien de temps que vous êtes revenu à la Martinique ? 15 ans ? 15 ans. Non, maintenant 17 ans. 17 ans. Ouais. Et vous, monsieur José Jacques, alors vous, par contre, vous habitez en France, mais vous avez habité Paris, vous faites des allers-retours assez fréquents. Voilà. Eh bien, quand François est arrivé, moi je suis reparti. Je suis à Paris donc depuis 97. Mais c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on est sur une place. On développe depuis une place. Puisque avec l'économie immatérielle, on développe depuis la Martinique des services pour des clients qui ne sont pas seulement en Martinique, mais qui sont sur toute une zone géographique qui sera l'Amérique centrale et les Amériques en général. Alors, on va d'abord parler de la qualité de vie dans les îles Caraïbes. On va parler de ça avec Cécile Perrault, une Française qui habite justement Fort-de-France et qui nous parle de la qualité de vie à Fort-de-France. On l'écoute. Vous pouvez le voir, ici il y a quand même un soleil extraordinaire, une lumière extraordinaire, une faune, une flore exceptionnelle. On parle de l'île aux fleurs, des centaines d'espèces de fleurs. Les gens sont d'une gentillesse absolument remarquable. Il y a toujours quelqu'un pour vous donner un coup de main, vous donner le bon conseil. Le sourire est quand même globalement toujours aux lèvres. Donc tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours sont largement compensés par toutes ces satisfactions. Alors, une qualité de vie apparemment particulièrement agréable. Elle a tout dit. Je n'ai rien à dire, non, je pense pas quand même. Non, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on entend tellement des choses pas très objectives sur ce qui se passe là-bas, alors que là, en fait, elle le décrit parfaitement. Il y a sans doute des zones de progrès, comme partout, quand on s'installe dans un pays, dans un territoire différent de son territoire d'origine, on a toujours des choses à régler. Et puis, on se rend compte que ça se passe, parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider et on vous accueille généralement bien. Oui, justement, au niveau de l'intégration, comment est-ce que vous avez l'impression que sont appréhendés les métropolitains ? Parce qu'on est toujours en France, mais c'est vrai que c'est tellement loin, finalement, de la métropole qu'on aurait peut-être presque l'impression d'être dans un nouveau pays, non ? Comment est-ce qu'ils réagissent, les expatriés, enfin les Français, quand ils vont en Guadeloupe ou en Martinique ? Je pense qu'effectivement, quand on change, on n'est plus en France continentale. On est dans une autre partie du monde. Elle a très bien expliqué que les couleurs sont différentes, la végétation est différente, le rythme de vie est différent. On se lève nettement plus tôt qu'ici. On commence à travailler plus tôt. 7 heures du matin, c'est pas rare, alors qu'ici, c'est plutôt 10 heures. Donc voilà. Et moi, je pense que faut se donner, quand on décide d'aller s'installer dans un pays différent, donc notamment chez nous, faut être dans la perspective des belles rencontres et des belles choses. Il faut savoir, voilà, se laisser surprendre et quelque part, au départ des grands aéroports, de laisser ses valises et toutes ces idées continentales pour se dire, on va découvrir quelque chose de différent et de nouveau et qui vous permettra de faire une expérience inoubliable. Parce que ce sont des territoires différents qui vibrent, j'ose dire ça, de manière différente.
Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense exactement la même chose, c'est-à-dire qu'une aventure d'expatriation, c'est l'état d'esprit de l'expatrié qui fait la réussite de son expatriation. Donc effectivement, il faut profiter de cette nouvelle culture additionnelle pour s'enrichir de cette culture et échanger avec cette culture. Et je ne pense pas que ça soit spécifique à la Martinique ou à la Guadeloupe. Je pense que dans tout territoire international, si on va de ce territoire avec ouverture, il y a un écrivain martiniquais, alors je ne me rappelle pas de son nom, de casse-pilote, qui est décédé, qui avait écrit « Va dans le monde où tu rencontreras des amis, ce sera ton pays ». Et c'est exactement ça, c'est cette logique d'ouverture où si on va avec cette ouverture, on est extrêmement bien accueilli et on réussit son expatriation. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence entre Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, ou est-ce que les deux villes se ressemblent d'un point de vue culturel, d'un point de vue de la qualité de vie également peut-être? Moi qui sillonne ces territoires depuis une quinzaine d'années, les trois, enfin, notamment les deux, Martinique-Guadeloupe, je ne vois pas de différence. Je me dis vraiment, ce sont des îles complémentaires. Bon, déjà, les paysages sont très voisins. Donc, certes, la Guadeloupe, c'est deux îles qui forment un papillon, etc. Donc, une grande terre, une basse terre, une plus montagneuse, l'autre plus plate. Des plages superbes, mais il y a des plages superbes aussi à la Martinique. De belles randonnées, mais il y en a aussi des belles en Martinique, etc. Donc, moi, je parle davantage de complémentarité. Et en fait, aujourd'hui, je vais même plus loin. Là, nous parlons de la Caraïbe française. Aujourd'hui, je me positionne comme une Caribéenne, c'est-à-dire que j'intègre dedans les autres îles de la Caraïbe qui sont des complémentarités. La Dominique, faut aller voir ce qui se passe là. C'est quelque chose une végétation, des rivières, etc. Telles que on a des petits exemples en Guadeloupe et en Martinique, mais là, il y en a, mais à vous ravir si vous aimez la nature. Donc non, moi je pense... Oui, parce qu'à part les plages, finalement, qu'est-ce qu'on trouve à la Martinique, à la Guadeloupe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une scène culturelle qui est nettement plus riche qu'on ne peut l'imaginer. C'est-à-dire que, c'est vrai au départ, on a souvent... disons que le folklore, enfin, c'est-à-dire les musiques traditionnelles sont très présentes. Mais on a donné aussi Kassab, Zouk, etc. Il y a beaucoup de rythmes. Il y a des artistes métropolitains qui viennent se produire. Très régulièrement. Et je dirais même que maintenant, on aurait dit que c'est presque un passage obligé. Et ils font les trois départements, les trois DFA systématiquement. Et chaque fois, il y a une vraie rencontre avec un public, une appétence. Donc... non, moi je me dis... Il y a les infrastructures pour ça, pour les accueillir? Oui, voilà. C'était l'une des choses que j'allais dire tout à l'heure. Nous avons, en plus d'être au croisement de deux cultures, c'est-à-dire une culture caribéenne forte, c'est-à-dire et une culture européenne, parce que quand un expatrié arrive, il verra les mêmes enseignes qu'il a dans son quartier, c'est-à-dire Leclerc, Carrefour, etc. Enfin, Leclerc, il a pas parti, mais enfin bon, il verra les mêmes... Il a la même monnaie, les structures de soins sont les mêmes, même si même s'il y a peut-être moins de praticiens sur certaines parties, mais en tout cas, il est dans le dépaysement tout en étant dans la reconnaissance de ce qu'il connaît. Bah déjà, il y a un langage similaire aussi, donc ça participe. On est moins dépaysé que si on partait en expatriation. Et la scène culturelle, on retrouve cette mixité et cette richesse. Par exemple, il y a des festivals qui sont assez développés. Bon, c'est sûr qu'on peut encore travailler. On n'a pas de festival de film. Bon, il y a des choses qui n'existent pas, mais qui sont en construction. Par exemple, il y a le FEMI, le festival en Guadeloupe, qui tente de rassembler des producteurs, vu que la Guadeloupe se positionne pour devenir un lieu où on pourra tourner des films, par exemple. Il y a une volonté régionale par rapport à ça. Donc, au fur et à mesure, on sent une structuration. Enfin, les choses se développent et en plus, vers la Caraïbe aussi. Il y a un jazz caribéen qui est extrêmement riche. En fait, cette scène-là est riche. Quand les gens la découvrent, aussi bien à travers des rencontres ou bien simplement au détour de bar où il y a des trios qui jouent, eh ben, ils sont surpris. Donc une culture caribéenne à découvrir. Oui. Absolument. Oui. On lance tout de suite Cécile Perrault qui revient sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer par contre en matière de logement. On l'écoute. Les nouveaux arrivants en Martinique vont devoir s'armer de patience pour trouver un logement. Le premier logement, on le trouve souvent à distance, via Internet. Et les agences immobilières sont souvent blasées. Donc il est difficile de faire aboutir des démarches de recherche de logement.
Ensuite, le parc de logements est constitué de beaucoup de logements construits en défiscalisation, souvent donc avec des problèmes de finition ou un usage de matériaux à bas prix, de sorte que les problèmes de dégâts des eaux, d'inondation ou d'invasion de parasites ne sont pas rares. En ce qui me concerne, j'en suis à mon 3e logement en 1 an. J'ai occupé successivement un studio, puis un F3 et aujourd'hui un nouveau F3. Et ces déménagements ont été notamment liés à des problèmes d'infiltration d'eau permanente et d'incurie de l'agence immobilière qui gérait les biens. Donc venir en Martinique signifie qu'il faut être tout de même prêt à remettre en cause son petit confort. Alors, il faut être prêt à remettre en cause son petit confort. Monsieur Olivier Ruby, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes expatrié, vous vivez à la Martinique. Oui, à la Martinique, hein, je me trompe absolument. pas. Oui, Pointe-Savane. Exactement. Vous vivez à la Martinique, donc depuis combien de temps ? Je suis arrivé en janvier 2007. D'accord. Donc ça fait... Oui, ça fait cinq, longtemps, six, ça fait 5 ans. ans. Ouais, exactement. Et alors, quelles difficultés vous avez pu rencontrer en matière de logement ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par Madame Perrault ? Est-ce qu'effectivement, il peut y avoir des soucis dans le fait de trouver un logement convenable ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Là, elle parlait également de la défiscalisation et des appartements qui ne sont pas toujours en adéquation finalement avec ce qu'on recherche. Comment ça s'est passé pour vous concrètement ? Alors moi, je suis plutôt un privilégié parce que j'avais eu la chance d'être propriétaire dans une maison sur Lyon. Et j'ai pu donc partir avec mon petit pécule et acheter une magnifique maison en haut d'un morne, vue sur la mer à 280 degrés. Donc si je voulais la même chose en métropole, j'aurais dû aligner quelques millions d'euros, ce qui n'est pas le cas là-bas. Donc on a des magnifiques maisons avec des vues qui n'existent pas ailleurs. En revanche, la défiscalisation, c'est plus un problème général, c'est qu'on retrouve en métropole ou partout ailleurs. Les promoteurs en profitent pour surfacturer le mètre carré et puis fait croire dans son offre à un certain nombre d'offres, d'avantages. Et puis au bout d'un moment, le prix du mètre carré se retrouve plus cher. Alors après, on est toujours un petit peu surpris entre la valeur réelle du mètre carré et ce qu'on a payé. Mais c'est pas propre au Dom-Tom, ça c'est propre partout au bord de je pense à Nice, Cannes, Saint-Tropez, partout ailleurs. Elle parlait également de dégâts des eaux, des parasites. Est-ce que, monsieur Jacques Gustave, vous avez l'impression que c'est des choses effectivement qui peuvent arriver à la Martinique ou à la Guadeloupe, ou est-ce que c'est malheureusement son cas à elle et qu'il ne faut peut-être pas généraliser non plus ? En fait, au niveau du dégât des eaux, on est sur une île tropicale où chaque année, donc on sait qu'il y a des cyclones et que les probabilités donc d'avoir de l'eau, c'est quelque chose de chronométré, quoi. Enfin, c'est chaque année. Et on voit bien qu'il y a des zones qui sont touchées, comme par exemple la Floride où se terminent tous les cyclones, et pourtant on y fait beaucoup de projets. Donc en fait, il faut, comme dans toute zone économique, il faut faire avec les contraintes naturelles. Et continuer à développer. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui parlait de toutes les contraintes qu'ils avaient, par exemple à Los Angeles, avec le décalage horaire, avec tout le reste du monde, et plus les tremblements de terre, etc. Et pourtant, c'est une zone économique extrêmement dynamique sur les États-Unis. Donc en fait, il faut faire avec. Peut-être ce qu'on pourrait retenir pour le logement, la grande différence, ou le point sur lequel on pourrait insister, c'est les logements sociaux. C'est peut-être, et des efforts sont faits, il manque énormément de logements sociaux en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane. Donc là, il y a de gros efforts qui sont faits et il y a un rattrapage à accélérer pour être, tout comme en métropole d'ailleurs, mais les écarts sont encore plus flagrants. Encore plus flagrants là-bas. Absolument. Au niveau du coût des logements, donc tout à l'heure vous nous parliez de la maison, de la belle maison que vous avez pu acheter. Au niveau de la location, quand on arrive, ou peut-être de l'achat, est-ce que vous avez des fourchettes de prix pour une famille qui vient s'implanter ? Est-ce qu'on est sur des prix... Oui, il y a Oui, peut-être des prix de métropole, mais en tous les cas de régions
moins cher peut-être que Paris, par exemple. Si vous faites une comparaison entre Saint-Étienne dans la Loire, où vous pouvez louer une maison à 500 € par mois avec 5000 mètres carrés vus sur les montagnes, vous pourrez difficilement avoir la même chose en termes de prix et d'offres en Guadeloupe ou en Martinique. En revanche, une famille qui arrive, qui veut retrouver un certain confort, on imagine qu'elle puisse venir de la Beauce, dans l'Oise ou des Savoies. Pour 1000 €, elle aura une belle maison avec un terrain, peut-être une vue mer, et c'est même d'ailleurs possible. Et puis, bien sûr, un décor extraordinaire, et tout ça pour 1000 € par mois. Oui, donc ça reste quand même raisonnable, relativement abordable. Absolument. Très bien. On écoute tout de suite Christine Dutan, qui habite elle aussi la Martinique et qui nous donne ses premières impressions sur le coût de la vie. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Christine. Je suis arrivée en Martinique en août 2011. Je viens vous faire partager mes impressions. La première chose qui m'est surprise ici, c'est le coût de la vie. À titre d'exemple, pour 1 kilo de tomates, il faut compter entre 4 et 5 €. L'EDF aussi est beaucoup plus taxé. Normal, nous sommes sur une île, tout est beaucoup plus cher. Les sorties, par contre, peuvent être abordables puisque la plage est gratuite. Donc, Madame Dutan nous parle du coût de la vie et notamment des produits qui sont parfois surtaxés et qui coûtent relativement cher. Donc oui, Monsieur Naudin, vous nous avez rejoint sur le plateau. Tout d'abord, je peux peut-être vous présenter aussi. Donc, vous êtes directeur international de Chronopost. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Donc on est ravis de vous accueillir sur ce plateau pour parler justement donc, du coût de la vie et puis peut-être des problèmes douaniers finalement qui se posent quand on importe des produits en Martinique ou en Guadeloupe. Quelle est finalement, je sais qu'il y a une taxe, ou si on peut appeler ça une taxe, qui s'appelle l'octroi de mer et qui finalement taxe véritablement les produits venant de la métropole. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Bien sûr. L'octroi de mer, je comprends que vous y fassiez référence. C'est une taxe qui est perçue en fait à l'entrée dans les DOM, qui sert à financer les collectivités locales. Et donc, c'est une taxe douanière comme vous en avez dans les 230 pays que nous livrons. Nous l'appliquons. Elle a une particularité, c'est qu'elle varie d'un département à l'autre, selon la nature du produit. Donc effectivement, ça peut paraître un peu compliqué au départ et c'est géré par le transporteur dans ce cas-ci par Chronopost. Donc effectivement, les produits, c'est essentiellement les produits alimentaires, j'imagine, qui sont taxés. Non. Déjà, il y a on devrait parler des octrois de mer, parce qu'en fait, c'est une taxe qui est constituée de deux réalités. Un octroi de mer simple qui sert à financer les communes et un octroi de mer régional qui sert à financer les régions. Et donc, c'est une taxe qui a été instituée pour pouvoir aider les collectivités à se développer, à se structurer, c'est-à-dire que pouvoir avoir des crèches, des routes, etc., c'est-à-dire, et qui est axé sur la consommation. Et les produits aussi bien importés que les produits fabriqués sur place sont soumis à l'octroi de mer. Et en fait, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu, pour expliquer cette différenciation entre les territoires, il y a eu des visions différentes des collectivités, vu que ce sont elles qui ont institué, enfin avec le blanc-seing de l'État, qui ont institué ces taxes pour un certain nombre de produits. Et elles ne se sont pas coordonnées sur les produits, d'où effectivement de vraies difficultés pour les opérateurs, d'une part ceux qui rentrent, mais aussi en intra-DOM, de se dire, par exemple, moi, je produis un magazine, il est taxé d'une manière en Guadeloupe, une autre manière en Guyane, etc. Donc, il y a un travail d'harmonisation qui est en train de se faire. Mais pour l'instant, on est en chemin. Mais c'est une vraie difficulté qu'il faut pas nier. Mais disons qu'il faut comprendre le mécanisme de ce que c'est. Ce n'est pas une taxe pour protéger les Antilles, c'est une taxe qui est instituée pour pouvoir les aider à avoir des crèches, des routes, etc. Donc déjà, ça remet un peu la philosophie au bon endroit. Et deuxièmement, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu une concertation, non seulement de la centralité, mais aussi des collectivités, pour se dire, attention, ne faisons pas le champagne moins cher, de manière à ce que tout le champagne, comme c'est le cas aujourd'hui, rentre par la Guadeloupe et se retrouve exporté en Martinique, par exemple. Donc, il faudrait harmoniser un petit peu ces règles. On est face à une complexité qui a été en quelque sorte organisée, volontairement, on n'ira pas, mais en tout cas, sur lequel on travaille. Enfin, les collectivités ont pris conscience que c'est un vrai frein à développer le business en intra-région. Alors justement, est-ce que ça peut permettre...
vu ces taxes et vu ces droits de douane, est-ce qu'il ne vaut pas mieux implanter son entreprise carrément dans les dom-toms, dans les DOM en tous les cas là, plutôt que d'exporter finalement? Nous observons en fait les 3 phénomènes. C'est-à-dire, il y a le phénomène, il y a certaines entreprises, c'est souvent une bonne manière de démarrer au départ de la métropole, qui exportent directement vers chaque île. Donc ça, c'est assez facile. Chacune des îles est très facilement accessible. Vous avez des avions tous les jours, c'est aucun problème pour être livré en 48 heures là-bas. Assez souvent, ensuite, on s'installe dans l'une des îles. Et là, une tendance nouvelle, et vous le disiez vous-même, c'est que vous parlez d'inter-entreprise avec votre magazine, mais il y a carrément tout l'intradom. Absolument. Et ça, c'est un vrai secteur qui est porteur actuellement. C'est-à-dire, depuis une île, rayonner sur les autres îles, sur la Guyane française. On avait précisé tout à l'heure, cela va même en dehors, je dirais, juste de l'outre-mer français. C'est l'ensemble des Caraïbes, parce que c'est un monde fantastique. C'est une multiplicité d'îles. Vous êtes à 45 millions d'habitants. 45 millions d'habitants. Hein, vous êtes plus précise que moi. C'est vraiment, vous êtes à la croisée. C'est une position stratégique finalement. Ah oui, vous êtes vers à la croisée. Vous êtes proche des États-Unis. Il y a une influence l'Amérique du énorme. Sud. Oui. Vous avez l'Amérique du Sud. Vous êtes au débouché du canal de Panama, qui sera bientôt élargi. Exactement. Vous suivez ça de très près, j'imagine. Absolument. Il y a une grosse transformation des lignes maritimes. C'est-à-dire que désormais, des bateaux de plus en plus gros vont pouvoir passer par le canal du Panama. Ce qui veut dire que les routes maritimes du monde vont être transformées. Donc, la zone Caraïbe devient un lieu stratégique. Et on le voit d'ailleurs, CMA CGM, notre compagnie nationale, pour ne pas les citer, ainsi que Maersk, etc., sont en train de prendre des positions stratégiques fortes dans cette région pour pouvoir avoir des ports d'éclatement pour leurs méga-ships. Ce qui veut dire qu'il y aura les méga-ships et derrière, ils auront besoin de ports secondaires et les Antilles françaises sont bien placées. Donc, pour des opérateurs européens, pas seulement français, mais européens, il y a un vrai regard attentif à avoir par rapport aux Antilles françaises, à la Caraïbe française, parce que ça peut être aussi un pied pris sur la Guyane, parce qu'il y a cette zone est appelée à un très grand développement. Dans les 15-20 prochaines années, on sait que le Brésil, on n'a plus rien à raconter sur ce que ça va devenir dans peu de temps, donc la Guyane, l'Europe a des frontières avec le Brésil grâce à la Guyane. Oui, il ne faut pas l'ignorer. On ne se rend pas compte de ça, mais c'est extraordinaire. Vous êtes déjà implanté à la Martinique? Oui, nous sommes implantés. En fait, nous avons une agence dans chacune des îles et en Guyane. Oui. Et ce sont d'ailleurs des agences en propre, parce qu'on voulait aussi participer au développement local. Donc, en embauchant des gens sur place, en faisant un maximum de contrats de formation. Mais c'est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme monsieur José Jacques Auguste le disait tout à l'heure, on peut utiliser, et il faut se projeter, et utiliser aussi la Martinique ou la Guadeloupe ou la Guyane comme une base, une plateforme, comme une base pour rayonner. Continuer depuis la France à exporter vers les DOM, c'est aussi une destination. Nous, on encourage les entreprises locales à réimporter, je voudrais dire, à envoyer vers la métropole. Mais c'est réducteur de ne voir que cela. C'est vraiment à la fois cet interdom, intradom, et puis les échanges avec le reste du monde, évidemment. Sinon, pour rebondir sur l'aspect cherté de la vie dont a parlé la personne Monsieur qui était, Olivier Ruby. Non. C'est, dans la vidéo, c'est un fait. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de l'octroi de mer, il y a une incongruité. L'État emprunte de la TVA sur l'octroi de mer. Alors que ce n'était pas censé être le cas. Ce qui veut dire que plus un produit a de l'octroi de mer, plus l'État derrière met de la TVA. Ce qui veut dire que c'est un phénomène de renchérissement alors que ça n'aurait pas dû être. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les événements de 2009, notre fameux printemps arabe avant l'heure, ont permis de mettre à plat un certain nombre de processus sur lesquels aussi bien l'État français que les collectivités sont en train de travailler, parce qu'il y a des vraies problématiques qui ont été soulevées. Vous pensez que ce sera résolu quand, ces problèmes-là? Ils sont en train de travailler dessus, mais quand est-ce que l'harmonisation devrait avoir lieu? Personnellement, je milite afin que, notamment au niveau des octrois de mer, qu'on ait des vraies réponses d'ici la fin du premier semestre, voire la fin de 2012. Parce que je pense que le chômage augmente comme ici de manière très, très prégnante. Et plus personne ne pense que c'est dans la collectivité qu'on va embaucher. C'est-à-dire que la seule possibilité de réduire de manière durable le chômage, c'est de créer de l'activité d'entrepreneur, l'activité privée. Et ils sont en train de traquer tout ce qui peut empêcher cette création de valeur. Non seulement au niveau des prix, mais par exemple, il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'appelle ça extraordinaire parce qu'il y a un an, à la même période de l'année dernière, c'était inimaginable. Les 3 régions ont réussi à créer une instance qui, de manière à ce qu'ils mutualisent, enfin, qu'ils créent une offre française en matière de port. C'est-à-dire, jusqu'à présent, le port de la Guadeloupe et le port de la Martinique étaient séparés. N'avaient aucune vision commune. En une année,
Ils sont en train d'essayer de travailler dessus de manière à créer, du fait du canal de Panama, une offre française. C'est extraordinaire, je vous dis. Comme quoi, des fois, les manifestations, etc., ça peut faire avancer les choses. Il faut rester sur cet esprit très positif. Point de conclusion, même s'il y a des choses, on parle de taxes différentes, d'octroi, ça paraît compliqué comme ça, il faut surtout pas que ça fasse peur. C'est un potentiel énorme, ça évolue vite, comme vous le disiez vous-même. Oui, et puis c'est surtout en train d'évoluer depuis 20 ans, donc, oui. on est là-bas depuis 20 ans en Martinique, on voit que ça évolue. Et il faut vraiment... c'est facile d'accès quand même, il faut dire ce qui est. Il ne faut pas négliger. C'est souvent un premier pas vers l'international. Et nous, notre plaisir, c'est de voir aussi les DOM se développer par Bien sûr, très bien. Merci beaucoup. On se retrouve après une courte page de publicité. À tout de suite. Merci. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, avec un plateau dédié donc toujours aux Caraïbes, à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Nous avons retrouvé Monsieur José-Jacques Gustave et Monsieur Olivier Ruby. Alors, vous êtes tous les deux entrepreneurs. Monsieur Jacques Gustave, vous nous avez expliqué un petit peu votre activité. Est-ce que Monsieur Ruby, vous pouvez également nous expliquer ce que vous faites et pourquoi vous êtes implanté finalement à la Martinique et à la Guadeloupe? Avec plaisir. Donc, je me suis installé j'ai créé mon entreprise en juin 2008, entreprise HSE, Hygiène, Santé, Environnement, qui travaille sur 2 axes. Un premier axe sur la santé, donc qui accompagne des pathologies un petit peu compliquées à domicile pour désenclaver un peu les cliniques et les hôpitaux et prendre en charge le patient d'une meilleure façon. Et puis une deuxième activité, une activité d'hygiène pour offrir aux établissements sensibles. Établissements sensibles, c'est les hôpitaux, les cliniques bien sûr, mais c'est aussi les hôtels, les restaurants, les centres de production alimentaire, de transformation. C'est aussi les véhicules qui transportent des patients, tels que les ambulances, tels que les camions de pompiers, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et là, on a développé un concept qui permet de prendre en charge l'hygiène au global, hygiène des mains, avec un fournisseur important. 80% des maladies nosocomiales sont transmises par les mains. Donc déjà, il faut agir en se lavant et en se nettoyant les mains. Ensuite, hygiène des locaux et des matériaux en travaillant avec un système qui n'utilise pas de produits chimiques, c'est-à-dire on utilise de la vapeur, vapeur qui nettoie et qui désinfecte. Donc là, on travaille sur les locaux et les matériels. Et ensuite, sur les réseaux d'eau pour éviter les risques de légionellose. Alors, pourquoi vous avez eu l'idée de vous implanter dans les DOM? Quels sont les atouts finalement que vous avez retrouvés dans ces départements? Alors, moi en fait, je ne connaissais pas les Antilles. Mon épouse connaissait puisqu'elle avait fait son internat de médecine en Martinique et en Guadeloupe. Donc, elle m'a emmené, je l'ai suivi, j'ai quitté l'industrie pharmaceutique, j'étais directeur opérationnel chez Aventis. La fusion Sanofi-Aventis, après qu'on ait bien fait la fusion des 2 organismes, des 2 entités, on m'a dit, écoutez, Monsieur Ruby, vous
c'est comment ça se passe, hein. C'est celui qui rachète qui place ses pions. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir trois années sabbatiques, et donc j'en ai profité pour suivre mon épouse en Martinique. Et à partir de là, j'ai étudié le dossier et j'ai regardé qu'en fait, alors il y a une Bible qui s'appelle le schéma organisationnel de la santé, le SROS, et qui met en avant le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, les pathologies, et qui fait des différences avec la métropole. Et moi, quand je suis arrivé sur les Antilles, il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu et qui me motive d'ailleurs, c'est toujours cet écart qu'il y a entre la métropole et les Antilles, ou la Réunion, ou les DOM, d'une manière générale. Et cet écart-là, moi, avec mon esprit entrepreneur, tout comme José et bien d'autres, eh ben, on a envie de le réduire. Et on a un écart toujours au détriment des dom-toms, bien sûr. Absolument. Ouais. Et en ce qui concerne l'hygiène et la santé, donc de réduire cet écart, de prendre déjà ce qui est fait en métropole ou ailleurs dans le monde et de l'implanter et de le développer sur l'ensemble des dom-toms, puisqu'on s'implante aussi sur Mayotte, sur Madagascar, à travers la plateforme réunionnaise, et puis la Polynésie, Tahiti, etc. Donc on est présent sur l'ensemble des dom-toms au total. Voilà, donc accélérer les différences en développant, non pas qu'il y ait des opportunités. Les opportunités, on pourrait les caractériser, c'est simplement un écart entre certaines familles économiques. Par exemple, moi, je suis toujours aussi surpris que certaines personnes dans les dom-toms viennent pour certaines pathologies se faire soigner en France, en métropole. Oui, vous avez dit que ce serait finalement plus simple de trouver des solutions directement sur place. Est-ce qu'il y a également, bon, il y a certainement cet intérêt de réduire les inégalités, et je veux bien le croire. Est-ce qu'il y a également des atouts? Est-ce qu'il y a des zones franches? Est-ce qu'on incite aussi les entrepreneurs français finalement, en tous les cas les entrepreneurs tout court même, à venir sur les territoires, sur les DOM, pour développer aussi le business là-bas? Monsieur Jacques Gustave, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est-à-dire que nous, G2J, le schéma est un petit peu différent puisqu'on a été créé en Martinique. On a démarré de Martinique. Par contre, ayant pour habitude de considérer les verres à moitié pleins, on s'est dit qu'il y avait aussi des avantages structurels. Et dans ces avantages structurels qu'il y a à entreprendre depuis les Antilles, il y a le fait qu'on soit placé donc en Amérique centrale. Il y a le fait aussi qu'en Martinique, on est très familier avec les langues, notamment l'anglais, par rapport à toutes les îles qui nous entourent, puisque nous sommes, avec la Guadeloupe, les seuls à parler français, et puis Haïti qui est un petit peu plus loin. Donc, en fait, on a joué de ces atouts-là, nous, G2J, afin de créer des services à très forte valeur ajoutée, des services immatériels, de la Martinique vers l'extérieur. Dans un premier temps, on a été dans cette relation bilatérale avec la France, mais avec beaucoup d'échecs au début, parce que le marché n'était pas assez important. Donc ensuite, ça nous a obligés à nous ouvrir à l'extérieur, toujours depuis les DOM, puis depuis la France, etc. Et finalement, on a monté une activité aujourd'hui où le staff de G2J qui est basé en Martinique travaille bien sûr pour la Martinique, y compris la Guadeloupe ou la Guyane en Amérique du Sud, mais travaille aussi pour le FMI à Washington. Donc le FMI à Washington, on répond aux appels à Fort-de-France en anglais, et si ça rebascule vers Paris ou Shanghai, ce sera la même chose. Donc finalement, on considère aussi que les compétences qu'on peut développer donc, depuis la Martinique nous permettent d'aller vers des marchés qui n'ont rien à voir avec la taille du marché local. Oui, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le précédent plateau avec Madame Francette Rosamond, justement, et Monsieur Naudin. Oui, c'est vraiment une plateforme qui permet d'élargir ensuite ses activités sur le reste du monde. C'est également... Est-ce que vous comptez faire ça, peut-être? Oui, vous y pensez? Oui, tout à fait. On y plante. Enfin, j'y pense, mais on va le faire même. Oui. C'est en action. Nous, on est aussi également implanté à Fort-de-France. On rayonne sur la Guadeloupe. On rayonne avec une filiale sur la Guyane, puis sur la Réunion, pour aller travailler donc sur Mayotte, sur Madagascar. Puis à la fin de l'année 2012, on va aller sur la Polynésie, sur la partie océanique. Et puis nous allons arriver sur la métropole. Donc on va faire globalement le contraire de ce que tout le monde observe, c'est-à-dire de la Martinique, des dom-toms. On va venir s'implanter en métropole. Et c'est assez... ça crée une certaine motivation de faire le contraire un petit peu des habitudes. Très bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc, on se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. À tout de suite.
Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Maintenant, vous pouvez voir votre interlocuteur même si des milliers de kilomètres vous séparent. Avec les conversations vidéo HD, aucun sourire, signe ou clin d'œil ne vous échappe. Plus besoin d'émoticônes. Avec Messenger 2011, vous n'avez jamais aussi bien gardé le contact. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau dédié à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, on a retrouvé Madame Rosamond avec nous sur le plateau et toujours Monsieur Olivier Ruby. Alors j'aurais souhaité savoir quels étaient, hormis, donc on a vu que vous aviez bien réussi à vous implanter, comme Monsieur José-Jacques Gustave également, mais quels sont les autres secteurs porteurs? Est-ce qu'il y a des niches à exploiter véritablement dans ces deux départements d'outre-mer? Il y a de vrais potentiels de développement en énergie. Par exemple, les énergies renouvelables, photovoltaïques, etc. Mais surtout, la géothermie. La France est en train, enfin, pas la France, la Dominique va fournir à la Guadeloupe et à la Martinique l'équivalent de 40 mégawatts. Et les travaux de forage sont en train d'être menés. C'est financé en partie par l'Europe, etc. Donc, il y a une vraie compétence française, européenne, qu'on attend dans la zone pour porter la géothermie dans le reste du monde, parce que l'effet, ce qui sera fait en Guadeloupe, vu que ça partira de la Guadeloupe, va être une vitrine pour pouvoir proposer au monde la géothermie dans des zones volcaniques. Donc, il y a au niveau de l'énergie, au niveau de l'environnement, par exemple, Éco-emballage, que vous connaissez sans doute, l'éco-organisme, qui jusqu'à présent collectait chez nous, mais ne se montrait pas très organisatrice de filières de recyclage dans le territoire, a pris une position nouvelle depuis le début de l'année, et est en ce moment aux Antilles en tournée, Martinique, Guadeloupe, Guyane, de manière à pouvoir installer des filières de recyclage. Donc, il y a des choses à faire. Jusqu'à présent, tout repartait sur le continent avec le coût du pétrole. Vous imaginez comment c'était rentable. Donc, il y a des filières. En matière d'assainissement, il y a tout à faire. Non seulement nous avons une technologie déjà que nous pouvons vendre à la Caraïbe. C'est-à-dire qu'en fait, le développement insulaire n'a pas encore été conceptualisé et organisé. Jusqu'à présent, c'était principalement des technologies continentales qu'on appliquait sur nos petits pays avec des bonheurs plus ou moins grands. Or, nous avons atteint au niveau des Antilles françaises, de la Caraïbe française, des savoir-faire et des technologies qui nous permettent aujourd'hui de proposer une offre en matière d'assainissement, en matière de traitement de soins, en matière, etc., dans la zone Caraïbe. Donc, il y a du potentiel. Il y a du potentiel aussi dans le tourisme. Aujourd'hui, l'offre de la Caraïbe... Le tourisme, ça doit quand même être assez bien développé, non, la Martinique et la Guadeloupe? L'offre est en train d'être restructurée. Il y a eu... Nous avons vécu sur nos beaux restes pendant un certain nombre d'années parce qu'en fait, c'était... pendant longtemps, les Antilles françaises, la Caraïbe française était la destination obligée des Français notamment. Donc, on a vu nos chiffres se développer et puis on n'a pas très bien vu la transformation. Et puis, il y a d'autres pays qui se sont ouverts. Cuba est en train de s'ouvrir, mais Saint-Domingue, etc. Même le Vietnam. Enfin bref, partout dans le monde, il y a eu des... Et donc, du coup, nous avons perdu et nous n'avons pas su transformer notre offre, qui est en train d'être restructurée. Voilà, donc il y a un certain nombre, par exemple, la French Touch est recherchée. C'est-à-dire, ce ne sont plus des grands ensembles, mais des choses avec plus de cachet, tournées autour de la culture. Par exemple, il y a un très gros projet qui va sans doute sortir de terre d'ici la fin 2012. C'est le projet du Grand Saint-Pierre, où enfin, on a un volcan péléen qui est visité de par le monde,
enfin, on organise un produit touristique autour de ça, avec un appontement de croisière qui arrivera à Saint-Pierre. Si M. Guéant décide enfin d'ouvrir le port pour qu'on puisse accueillir des... Mais il va le faire, j'en suis persuadée, etc. etc. Donc, il y a, au niveau du tourisme, il y a vraiment à repenser ce produit français, enfin de C'est type le constat français. également que vous avez fait, Monsieur Ruby, sur Oui, place. tout à fait. Moi, au-delà de la motivation d'aller vivre dans un endroit magnifique, la Martinique, la Guadeloupe, c'est un terrain de jeu, et la Guyane, c'est un terrain de jeu, mais incroyable. Moi, je fais beaucoup de sport, et on y retrouve donc tous les sports nautiques, hein, et on y inclut en plus le canyoning. On peut monter à 1300 mètres, on peut aller sur des pitons, on peut traverser la jungle, on peut aller dormir le soir même dans un hamac au bord d'une plage. C'est incroyable quand on voit ce qu'une toute petite île peut offrir, et c'est exactement la même chose. Et vous pensez justement que là-dessus, il y aurait des opportunités, peut-être pour développer même du tourisme vert, non? Ce qui se fait quand même beaucoup. J'ai participé il n'y a pas longtemps, indirectement à une course de raid. On peut appeler le défi bleu, le Djembé Raid, etc. Et TF1 était venu faire un petit reportage sur cet engouement à travers le raid. Et on y montrait, donc, il y avait l'hélicoptère avec la caméra, et il montrait les plages, il montrait les montagnes, et tout ça sur ce petit territoire de la Martinique, où on voit des Espagnols, des Cubains, des Sud-Américains, des Américains, des Anglais, des Irlandais, des Français, des Suisses, des Italiens, qui viennent participer pendant une semaine à cette course sportive. Donc, il faut que le tourisme, qui est en train de se restructurer et d'améliorer son offre, utilise ce tourisme vert pour développer justement une offre qui réponde à des nouveaux enjeux. Et en termes de développement, et pour revenir sur la question principale, sur les niches, si on prend le tourisme par exemple, il faut savoir qu'une personne sur 2 ou 3 est allergique. Aujourd'hui, c'est offrir dans nos hôtels des chambres nettoyées et désinfectées sans produits chimiques, pour que justement les anglo-saxons, qui sont très attentifs à ça, puissent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et partout ailleurs avoir cette réponse à cette demande. Donc c'est tout le travail que nous sommes en train de réaliser, notamment dans les restaurants. Et ça, c'est des vraies niches sur des marchés qui existent déjà. Très bien. Donc c'est du développement, c'est simplement de la prise de conscience. Il faut aller sur collective. place, il faut peut-être aussi voir ce qu'il y a à faire. Comprendre. Et ensuite peut-être venir adapter les bons services. Très bien. Ouais. Juste, on va lancer une vidéo de Cécile Perrault qui nous parle, elle, des difficultés qu'elle a rencontrées avec les services administratifs, et on se retrouve juste après. S'agissant des difficultés que j'ai rencontrées avec les services administratifs de Lille, le pire que j'ai pu rencontrer, ça a été l'obtention de la carte grise du véhicule que j'ai acheté en arrivant sur Lille, véhicule d'occasion. Il m'a fallu au total 3 mois d'attente, représentant 3 visites en préfecture et 6 heures d'attente devant les guichets, 6 heures de queue pour obtenir cette carte grise. Donc on peut dire que le process de gestion des usagers qui se rendent dans ce service est particulièrement améliorable. Et puis, ça n'a pas non plus été simple de faire les formalités nécessaires auprès d'EDF pour obtenir l'ouverture d'un contrat à mon nom, en lieu et place du précédent locataire ou du propriétaire, ainsi que d'obtenir un rendez-vous pour faire ouvrir un compteur dans un nouveau logement. Alors, des formalités administratives où là, par contre, on sent qu'il y a un petit peu plus de complications. Alors là, c'est vrai que Cécile Perrault, elle parle plus dans le domaine privé, avec des problèmes pour ouvrir EDF ou autre. Dans le domaine du business également, est-ce que vous pouvez voir des lenteurs administratives qui viennent ralentir finalement l'ouverture d'une entreprise dans les DOM? Les greffes, par exemple, ne sont pas très bien organisées. Ça, c'est su. Et c'est pour ça, notamment, que les CCI, les chambres de commerce, veulent récupérer ce service-là, parce que c'est un cabis, hein, c'est pas facile. Mais il y a des bonnes surprises de territoire à l'autre. Par exemple, en Guyane, ça peut aller un peu plus vite. Elle parlait d'EDF, ils sont un peu plus attentifs, peut-être parce qu'il y a un fort développement en ce moment, mais des fois, ça va un peu plus vite
Oui, Monsieur Ruby, oui. On ne peut pas contredire le reportage. Un cabis, moi j'ai procédé à une augmentation de capital au mois de février 2011, pour être précis. Je n'ai toujours pas le cabis avec l'augmentation de capital. Quand j'ai créé ma première structure, HSE, j'ai attendu 6 mois avant d'avoir le cabis enregistré. Et quand on travaille sur des marchés publics, c'est pas facile, puisque le cabis est obligatoire. Donc, on va chercher les traces au CFE, comme le disait Francette. Il y a une grosse lenteur. Et je dois dire qu'il faut être quelquefois bien motivé pour l'accepter et surtout très patient. Alors, ça s'améliore. Tout le monde en a conscience. EDF a un gros travail encore à réaliser. Il le fait. France Télécom... Parce que finalement, c'est valable autant sur le domaine privé que sur le domaine public. Général, c'est général. C'est général, tout à fait. Donc, pour des entrepreneurs, il y a des moments... Il faut être patient. Moi, je vais aller courir pour me désénerver parce que sinon, la personne que j'ai au téléphone, je vais... Est-ce qu'on ne peut pas se faire aider par un partenaire local? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a pas des gens, finalement, ou des personnes, genre type avocat ou quoi, qui peuvent vous aider à débloquer la situation? Juste prendre son mal en patience? Non, j'ai un lien avec mes experts comptables qui ont des juristes qui vont tous les jours au greffe. Ça ne change rien. Il y a un greffier. Oui, un greffier. C'est vrai que c'est souvent par manque de moyens et puis par manque de vision de l'État français, de l'organisation administrative sur certains points. Mais par exemple, EDF notamment, ils viennent de faire, parce que j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, en ouvrant en Guyane, ils ont mis tout à fait récemment la possibilité de faire un certain nombre de démarches en ligne. Pour les entrepreneurs. Oui, c'est vrai que ça pourrait se développer aussi, donc, ce serait plus simple. Mais oui. Donc j'ai testé, effectivement, ça a fonctionné et j'étais agréablement surprise parce qu'effectivement, quand moi-même j'ai fait la même chose en Martinique, ça a été un peu lent. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, parce que des fois, par contre, il peut y avoir des petites différenciations là-dessus entre Martinique et Guadeloupe. Voilà, ça avance pas nécessairement à la même vitesse. Et puis, là aussi, il y a encore des zones de progrès pour ce genre d'administration qui sont pourtant, c'est EDF, c'est la même chose, Martinique, Guadeloupe, Guyane, France Télécom, etc. Mais ils créent des dossiers séparés au niveau des entreprises, ce que je trouve un peu ahurissant. C'est-à-dire que même si c'est la même entité qui s'implante en Martinique ou en Guadeloupe, on lui fera des comptes séparés. Et moi, je pense que là, il y a un vrai... On peut optimiser, quoi, parce que c'est simplifié. Ouais, il y aurait quand même on milite pour ça, quelque chose à faire là. Surtout que c'est EDF ou France Télécom, quoi. C'est pas ou Orange. C'est pas les petites boîtes. Vous avez l'impression des fois que c'est comme si vous étiez un peu délaissé pour compte, non? Ou est-ce qu'il y a ce sentiment de temps en temps? Moi, je ne veux pas tomber dans ce genre de choses. Je dirais plus tout simplement, c'est que il y a une conceptualisation qui a voulu que ces territoires-là, à un moment, ont été mis en sommeil. C'est-à-dire que quand c'était la grande période du sucre, il y avait ce qu'il fallait, ça tournait, il y avait les galions qui arrivaient, etc. Et ça repartait, et puis ça faisait la richesse de grandes villes françaises. Et puis, à un moment, ça a périclité, on est passé à autre chose, et puis on n'a pas continué le développement de ces pays-là, notamment en matière administrative. Donc, c'est vrai qu'on peut tomber dans l'émotionnel en se disant, bon Dieu, on ne nous aime pas. Mais bon, moi, je vois ça de manière un peu plus différente. C'est-à-dire que les gens des administrations qui étaient envoyés encore dans une période récente, ce n'étaient pas les meilleurs des administrations. Donc, c'est pour ça qu'il y a les 40% pour les inciter à y aller. Donc après, les choses sont en train de changer. Par exemple, j'ai participé à l'intégration tout à fait récente de nouveaux arrivants de la DEAL, donc la direction de... Je ne sais plus ce que ça veut dire. Et effectivement, il y avait des jeunes diplômés motivés qui auraient très bien pu faire carrière ailleurs et qui ont préféré venir en Outre-mer parce qu'ils sentent que ce sont des endroits où il y a de vrais challenges à relever. Donc, quelque part, là aussi, l'administration est en train de se mettre au pas. Mais bon, c'est pas partout, quoi. Il faut le temps que ça se... Il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps que ça évolue. Très bien. En tout cas, il faut qu'elle se remette dans un mouvement relativement rapide. Ce que je pense, parce que le business se fera sans elle. Voilà. Il va falloir qu'ils avancent aussi vite que... Absolument. Et c'est symptomatique
des messages que renvoie le gouvernement aux collectivités locales et aux entrepreneurs, c'est bien pour leur dire, écoutez, on va vous simplifier 2-3 choses. Donc, on est là aussi dans un mouvement parce qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas... Nous sommes des zones qui ont toutes les capacités de se développer et d'être une vraie richesse. Oui, et il faut arrêter de contrecarrer ça par des textes, par des choses compliquées pour pouvoir simplement garder des précarés. Action. C'est plus Très bien. Action, voilà, ce sera le mot de la fin. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les intervenants d'avoir été présents sur ce plateau. Juste une petite aparté, j'aurais souhaité quand même présenter le magazine Inter-Entreprise de Madame Francette Rosamond. Voilà, vous pourrez le trouver à la Martinique et à la Guadeloupe. Et sur Internet. Et sur Internet. Et tout de suite, l'émission de Houston. Et juste avant, une petite diffusion d'Exécutive Relocation, une vidéo d'experts qui accompagnent les expatriés à l'étranger. À plus tard. Au revoir.